Coucou, c'est Victor. Cet épisode a été produit grâce à vos dons. Comme un poisson dans l'eau est un podcast indépendant et sans publicité. Alors si vous voulez qu'il continue à exister, et que vous avez les moyens bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous en suivant le lien dans la description. Un grand merci à toutes les personnes qui le soutiennent déjà et lui permettent de rester accessible et gratuit pour tous. Des frontières que l'on dit rigides entre ce qui relève de la nature et de la culture, ce qui relèverait de l'humain et de l'animal. En vérité, ces frontières-là, elles sont poreuses. Donc, il y a toujours le risque que quelque chose qui ait été développé à propos des animaux soit transféré, soit déplacé, soit appliqué aux populations que l'on estime être le plus proche de l'animalité ou le plus éloigné de l'humanité. Épisode 34, deuxième partie. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Voici la seconde partie de l'entretien avec Kautar Archi à propos de son dernier ouvrage « Ainsi l'animal et nous », qui met en évidence, dans une traversée au fil des siècles, la co-construction des systèmes de domination, et en particulier de l'imbrication du spécisme avec les autres systèmes de pouvoir qui écrasent les corps et détruisent les vies. La frontière entre les êtres humanisés et les êtres animalisés n'a rien de naturel. Elle a au contraire, au fil de l'histoire, été produite activement par certaines catégories dominantes qui se sont érigées en modèle idéal et exclusif de l'humanité et ont renvoyé d'autres groupes d'individus de l'autre côté de cette frontière, du côté de l'animalité, de l'infériorité. Et derrière la frontière, les pires traitements sont alors perpétrés et légitimés contre les autres animaux, les femmes, les ouvriers ouvrières, les personnes racisées, les peuples colonisés, etc. La frontière de l'humanité est profondément sociale et politique. Elle a été construite. Elle peut donc être déconstruite, défaite. Et on a toutes les raisons de vouloir abolir les systèmes de domination qui s'appuient sur elle. Une autre image que vous mobilisez, c'est l'image de la frontière. Et je l'ai trouvée vraiment très forte quand vous écrivez « Nous protégeons la frontière qui sépare les êtres des non-êtres », les êtres sous-entendus humains ou d'autres catégories selon les rapports de pouvoir en question. Et je la trouve vraiment très forte, cette image de protéger la frontière de l'humanité qui produit finalement la mort de milliards d'individus qui se retrouvent du mauvais côté de la frontière alors que nous, on se maintient fermement du bon côté, du côté de ceux qui ont le droit de vivre en fait. Et de la même manière, je trouve que ça évoque le parallèle avec les frontières nationales qui sont prétendument érigées pour se protéger aussi et qui en fait on en vient par ces frontières à laisser mourir les personnes qui souhaitent venir. On les laisse mourir en Méditerranée, on les laisse mourir au pied de nos murs. De la même manière, on érige des frontières symboliques et on laisse mourir les animaux devant ce rempart concret pour les exclure. Et on se rend indifférente à leur mort. Oui, c'est exactement ça. Et c'est des choses que l'on peut observer en fait au quotidien, même dans les expressions les plus ordinaires, les plus banales. Pour moi, une personne qui, par exemple, se montre particulièrement insistante ou questionnante, voire qui accuse ou qui culpabilise lorsqu'une autre personne lui dit, par exemple, qu'elle ne mange pas de viande, qu'elle est végétarienne. Quand les personnes apprenant cela réagissent avec force, je le disais, culpabilise ou questionne ou pointe ce qui serait selon elle une certaine forme d'anormalité. Pour moi, ces personnes-là, à cet instant précis, deviennent ou se transforment en des gardiens, en fait, des gardiens du temple, le temple où on abat les animaux et elles tentent de produire un rappel à l'ordre. Rappeler que l'ordre donné est de tuer les animaux et de s'en nourrir, et etc.
Donc que ce soit à une échelle très petite, très proche, ou à un niveau beaucoup plus structurel, évidemment que nous sommes entourés d'institutions, de dispositifs, de types de discours qui ont pour objectif de maintenir la frontière, de toujours bien distinguer ceux qui sont les êtres, non pas humains, mais les êtres humanisés, donc de distinguer les humanisés des autres êtres, donc non pas des êtres qui seraient simplement animaux, mais qui sont plus généralement les êtres animalisés. Donc c'est aussi cette frontière entre la communauté morale et le monde autour, qui est un monde hors la loi, qui est un monde où aucune loi ne vous protège et ne vous soutient. Et puis c'est bien évidemment aussi la frontière où l'on se protège de tout ce qui pourrait instiller une forme de danger ou de doute et faire naître des pratiques radicales, avant-gardistes, qui viendraient déstabiliser la norme en vigueur, qui est la norme meurtrière, qui est la norme qui fait la part belle au fait qu'il est possible de tuer. C'est ce que je montre dans le livre, que nous sommes entourés de frontières et que certaines frontières sont plus effectives que d'autres. Et un peu paradoxalement, cette frontière, ce rempart que peut construire l'humanité entre nous et les animalisés et l'animalité, il se dresse aussi dans les relations qu'on tisse pourtant avec les autres animaux. C'est pas forcément qu'on en est toujours coupé, privé de leur présence physique, mais c'est que au sein de ces relations-là, cette frontière se reproduit finalement dans les relations de domination qu'on peut avoir. Et donc même quand on peut prétendre se reconnecter aux animaux, retisser des interdépendances, ça peut ne pas empêcher la domination des humains sur les autres animaux. Et un bon exemple, je trouve, d'un mode de relation qui est encore empreint de toute la violence et de la domination, vous l'avez évoqué un peu plus tôt, c'est l'exposition des animaux dans les zoos, où on n'apprend pas finalement à se relier réellement, à interagir, à tisser des relations riches avec les autres animaux, mais où vous le dites, c'est au contraire l'apprentissage de la différence. Oui, les zoos, c'est un dispositif qui est particulièrement riche à étudier. C'est l'idée de la monstration, c'est l'idée de la différence, c'est bien évidemment la question de la spatialisation de la différence, selon que vous êtes dans la cage ou à l'extérieur. C'est aussi la manière dont tout un vocabulaire, toute une manière de parler va se développer. C'est aussi des positions dans le travail qui vont être développées. Entre ceux qui gardent, ceux qui nourrissent, ceux qui protègent. Alors on ne sait pas vraiment ce qu'ils protègent. Est-ce qu'ils protègent la cage? Est-ce qu'ils protègent l'individu qui est encagé? Est-ce qu'ils protègent le public qui vient voir l'individu encagé dans sa cage? Il y a évidemment toute la question de l'économie, c'est-à-dire du profit capitaliste que cela génère à des échelles plus grandes. Les parcs naturels, par exemple, on fait quelque chose à la terre quand on décide d'y installer des individus qui ont été arrachés à leur terre natale pour être réancrés. Là, il y a toute la question de la protection, le discours aussi selon lequel on protège des espèces, on les conserve. Il y a toute la question, bien sûr, de la reproduction. Il y a tout le principe de la rareté de certaines espèces qui sont à garder, qui sont à mettre dans une forme de cage quasi scientifique. Enfin, ça génère extrêmement de choses qui, encore une fois, cristallisent tout notre rapport violent aux animaux. Et la question qui ne se pose pas par définition dans un zoo, c'est la question de l'ouverture de la cage, c'est la question de la liberté, c'est la question de la libération, c'est la question de l'émancipation, donc la question de l'abolition en fait, de ces parcs, de ces zoos, de toutes ces choses-là en fait. Donc ça mobilise bien sûr une critique qui est extrêmement foisonnante et qui nous ramène à ce même point, à savoir qu'on doit s'interroger sur la domination et qu'on doit aussi s'interroger sur l'émancipation qu'elle appelle. Oui, je trouve que ça pose aussi la question de
Qu'est-ce qui fait qu'en fait, en tant qu'humain, on a tant envie de toujours voir, regarder, reconnaître, classer les animaux? Vous parlez de violence du regard et même vous parlez de tyrannie des catégories. Et je trouve que ça se joue, vous l'avez déjà suggéré, pas que dans les zoos. En fait, de façon générale, quand on a envie d'aller voir les animaux, peut-être de les observer en nature avec 1000 guillemets, dans des balades naturalistes peut-être. Je pense aussi au rapport aux animaux dans le tourisme, où il faut avoir fait les animaux, ou vu les animaux d'un pays. Si on fait l'Australie, il faut avoir vu des kangourous, des koalas, et si on n'a pas vu les animaux de ce pays, on n'a pas bien fait le pays, on n'a pas eu notre expérience touristique complète. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à pointer, et vers quoi vous pointez en fait dans cette partie de votre livre. Oui, c'est extrêmement juste. Il y a une forme de colonialisme du regard, mais d'une certaine manière, ça c'est vraiment quelque chose qui est propre au mode de gouvernement qui émane, on pourrait dire, de la rationalité instrumentale, c'est-à-dire d'une rationalité qui va vouloir tenir sous elle et contrôler tout ce qui vit, tout ce qui est animé, tout ce qui s'anime autour d'elle. Et le fait de décrire, le fait de classifier, le fait de créer des classifications, le fait de développer des taxonomies à n'en plus finir, c'est un mouvement de rationalisation, c'est le mouvement scientifique, on pourrait dire par définition. On attrape, on prend, on déterritorialise, on ouvre, on coupe, on observe, on regarde, on décrit, on segmente, on place dans des catégories, on compare. Il y a un mouvement en fait de production de savoir qui ne va pas sans capter, sans produire une effraction dans l'esprit, dans le corps de l'individu en question. Et certainement que nous demeurons tributaires de cette idée selon laquelle connaître, c'est prendre. Connaître les kangourous en Australie, les moutons au bioparc de Genève, etc. C'est capté par le regard d'abord. C'est cette confrontation visuelle. C'est bien sûr aussi qui voit qui. Et c'est bien pour ça que c'est plus compliqué avec certains animaux, entre guillemets, qu'avec d'autres. Le fait qu'un chien soutienne votre regard, sûrement que les êtres qui sont capables de soutenir votre regard, de reconnaître votre visage, les souffrances qu'on leur inflige, elles sont différentes parce qu'il faut réussir à dépasser ce regard que les chiens vous opposent. Il y a peut-être quelque chose dans qui regarde qui peut voir qui se cache de qui au moment de pratiquer le meurtre en question. C'est des questions qui sont pas si évidentes que ça, et qui montrent encore une fois que les animaux entre eux occupent des positions bien inégales dans notre champ de vision, dans notre champ intellectuel et sensible. Entre les animaux et nous, un lien existe. Mais nous n'avons jamais frôlé que l'enveloppe de ce lien, la cage de verre. Et ce n'est qu'à travers cette cage que nous nous sommes laissés toucher. Nous sommes demeurés au seuil de cette cage, et c'est à ce seuil que nous avons fait l'apprentissage de la différence. Quelque chose fut saisi par le regard, quelque chose et non quelqu'un. Devenir spectacle et l'histoire des animaux, non toute leur histoire, mais une part importante. Et d'ailleurs, vis-à-vis de cette tyrannie des catégories, vous tracez l'affiliation finalement entre les sciences de la catégorisation du vivant et les pseudosciences qui ont prétendu reconnaître, mais qui l'ont en fait créé, la race, donc le racialisme, la théorie des races, qui ont finalement construit les catégories raciales presque sur le modèle de ces sciences naturalistes, c'est ça ? Oui, quand on reprend les traités, les textes originaux de tous ceux, puisque la plupart du temps ce sont des hommes, qui ont
inventé des sciences, ou qui en tout cas ont permis à des sciences de devenir des disciplines et des champs de connaissances et de savoir puissants et légitimes. Je pense au domaine de l'anatomie, bien sûr, de la physiologie, comme on disait avant, mais bien sûr le champ dit de la médecine, même si la médecine regroupe en elle-même plusieurs types de pratiques, etc. Mais il y a eu dans la perception de ces savants-là, entre guillemets, l'idée selon laquelle, au fond, de la même manière qu'ils avaient procédé, on peut dire, à la spécification des espèces, c'est-à-dire rendre chaque être spécifique en le rattachant à son espèce mère ou originelle, il y aurait matière à reproduire cela dans le cadre humain. Autrement dit, les races au pluriel, dans une perspective racialiste, seraient le pendant des espèces animales. Autrement dit, cette idée que finalement, il existe différentes catégories à l'intérieur d'une seule et même catégorie, qui serait la catégorie humaine. Et en fait, les savants sont finalement les premiers à avoir ramené Homo sapiens à autre chose qu'à Homo sapiens, mais à la catégorie des canidés, les catégories bovines, enfin, je veux dire, voilà, toutes ces catégories d'espèces. Donc, ça dit à quel point il y a une continuité, à quel point il y a un seul et même chemin. Et souvent, si on prend notamment les penseurs du racialisme, le fait de pouvoir, par exemple, insérer l'homme noir, entre guillemets, au sein du règne animal, donc considérer que cet homme-là nourrissait plus de proximité avec certains animaux que de proximité avec l'humain, a aussi été une manière de permettre à certains humains de s'éloigner encore plus de l'état animal, puisqu'ils en étaient séparés par la population noire. Donc on est sur des phénomènes à la fois effectivement d'animalisation, mais il n'y a jamais de procédé d'animalisation qui ne soit pas eux-mêmes mus et animés par des procédés d'humanisation. Autrement dit, ce qui se passe au niveau scientifique, c'est aussi passer par la science pour rattacher l'homme blanc à la communauté morale, à la communauté humaine. C'est ça aussi qui est en jeu dans ces opérations-là, techniques, scientifiques, de la dissection anatomique, physique, physiologique, médicale, la mesure du squelette, bien évidemment la mesure des os du crâne, la mesure de l'angle facial. Ce qui se joue là, c'est une scientificisation, une biologisation de différence à l'échelle progressive d'inégalité et par la suite d'injustice. Donc il n'y a rien qui a été fait aux êtres animalisés qui n'a pas servi le positionnement, voire le repositionnement du groupe blanc au sommet de la hiérarchie d'espèces. Donc c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le mouvement d'abaissement, le mouvement d'infériorisation est dans le même mouvement aussi, pour certains groupes, un mouvement d'élévation et un mouvement de domination au plus haut que cela soit possible. Donc à la fois on voit les animaux se créer, on voit les populations animalisées être produire, mais on voit aussi l'homme blanc, le groupe blanc se produire lui-même et se fabriquer lui-même. Mais justement, il y a un autre excellent exemple historique que vous narrez dans votre récit, c'est la controverse de Valladolid, et j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes choses qui étaient en jeu à ce moment-là, c'est-à-dire le processus de mise en doute de l'humanité des populations amérindiennes a servi finalement l'élévation de la civilisation occidentale chrétienne qui venait coloniser l'Amérique, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Cette controverse de Valladolid, elle est bouleversante pour qui la travaille aujourd'hui, et elle est politiquement très inspirante aussi pour comprendre ce qui se produit et comment ça se produit, c'est-à-dire deux camps qui font en vérité partie du même camp, le camp européen et colonial, qui vont échanger pendant une année de 1550 à 1551 à propos du traitement qu'il faut réserver aux Amérindiens. Et la question qui est posée, c'est de savoir est-ce qu'ils possèdent une âme, et dans ce cas-là, on leur réservera un certain type de traitement, ou est-ce qu'au contraire, ils ne possèdent pas d'âme, et là, tout bonnement, on les massacrera comme les dits conquistadors, comme on les nomme parfois, avaient déjà commencé à les massacrer de manière massive et absolue. Donc on discute beaucoup, des arguments sont échangés entre les deux parties, ceux qui bien évidemment ne participent pas à tout cela et sont figés dans une sorte de position d'objet silencieux, silencié, qui n'a droit à rien, qui ne prend part à rien, dont toutes les parts lui sont retirées, c'est la population amérindienne. Donc on parle d'elle, mais elle, on ne lui accorde pas le droit évidemment à la parole ou à dire quoi que ce soit pour pouvoir se défendre ou plaider sa propre cause. Et au fond, plaider quoi de toute façon? Plaider que c'est une population humaine? Comment est-ce que vous prouvez que vous êtes humain? Comment est-ce que vous prouvez que vous souffrez? Si quand vous souffrez, on vous dit que votre souffrance ne compte pas. Donc on est à la fois en 1550, en 1551, et en même temps, comme je le dis, ce sont peut-être des années que nous n'avons jamais quittées, malgré le passage des siècles et des siècles. En disant ça, je ne nie pas, bien sûr, les développements historiques et les transformations contextuelles qui sont à l'œuvre, mais je dis que d'une certaine manière, on continue à discuter sur des plateaux télévisés, dans des assemblées, dans des parlements, lors de congrès, de l'humanité de certains groupes, pour en conclure finalement que ce ne sont pas des groupes humains et que les souffrances qui sont les leurs ne comptent pas sur le plan moral. On continue de dire à des populations, à des groupes, prouvez que vous êtes humain, prouvez que vous êtes mineur. Les jeunes mineurs non accompagnés, les jeunes migrants, quand on leur fait des tests osseux, quand on cherche à savoir l'âge qu'ils ont, on leur demande ça, on leur demande de prouver quelque chose et on leur demande de passer par la matière de leur corps pour prouver qu'ils ont bien droit d'être là, qu'ils ont bien le droit d'être soignés, qu'ils ont bien le droit d'être traités, qu'ils ont le droit de ne pas être tabassés, qu'ils ont le droit d'avoir accès à un avocat, de dormir ailleurs que sous un pont, etc., etc. Donc ces procédures de vérification de l'humanité ou de l'inhumanité se poursuivent encore aujourd'hui. Et en écrivant ces pages, bien sûr que j'ai essayé de me replonger dans ce passé lointain, mais en même temps, l'idée aussi que cette controverse, elle fait encore écho, malgré les siècles et les siècles, à quelque chose qui fait partie de notre monde le plus contemporain et le plus proche. C'est aussi, je trouve, un excellent exemple de comment l'humanisme construit cette catégorie d'humanité sur des critères complètement arbitraires. Tout à fait. Et maintenant, avec le recul des siècles, en fait, le critère à l'époque, c'était être chrétien. Et c'est le fait d'être chrétien qui constituait l'humanité. Et c'était peut-être pas évident à l'époque que c'était un critère complètement arbitraire, mais en fait, les critères se sont multipliés au fil des siècles et ont été tout aussi arbitraires, même si on le voit pas avec le même degré d'évidence. Mais finalement, ça l'est encore, cette construction à partir du propre de l'homme, et puis chaque fois on en trouve d'autres. Tout à fait. L'un des arguments qui sera avancé pour que les Amérindiens soient
entre guillemets autrement traités, même si bien évidemment au-delà de l'année 1551, leur massacre s'est poursuivi, etc. Mais l'un des arguments était de dire ils sont humains parce qu'ils sont chrétiens. Et ils sont chrétiens parce que nous allons les christianiser, parce que nous allons les évangéliser et les faire entrer dans le royaume de Dieu. Alors après, il fallait montrer que leur cœur était capable d'oublier les anciennes croyances, que les temples allaient bien être détruits et que c'est un univers chrétien qui allait être à nouveau bâti, à la fois dans les espaces et au sein des esprits. Mais c'est cette idée, effectivement, que l'humanisation est une christianisation. Par définition, à l'époque, on ne pouvait pas... c'est d'ailleurs l'argument développé par les personnes d'en face, de dire mais on ne peut pas christianiser un animal. Un animal ne prononcera jamais une profession de foi, il ne tiendra jamais contre lui la Bible. Et les Amérindiens, pareillement, regardez, ils ne font qu'aboyer, ils ne font que hurler, ils ne font que courir de grotte en arbre. Il n'est pas possible que Dieu s'installe en eux. Et si, quand les colons les rencontrent, quand ils débarquent sur leur terre, ils débarquent et ils voient en eux déjà un peuple exclu de la communauté divine. C'est ce que diront par la suite des voyageurs, des artistes, des missionnaires, des rois, des reines, des princes, etc. C'est leur sort est aussi un sort que Dieu leur a réservé en fait. Donc on voit ici à quel point l'humanisation de ceux qui vivent sur Terre entretient des relations très fortes avec le monde du divin. Et on est à cette époque-là encore dans une volonté de faire prospérer la bonne parole, que ce soit avec un fusil à la main ou avec une Bible, effectivement. Une autre filiation que vous identifiez entre l'oppression des animaux et d'autres formes d'oppression, c'est un parallèle qui est vraiment assez évocateur, choquant, que j'avais pas vu développer en autant de pages et que j'avais pas identifié jusque-là, entre la sélection génétique pour l'élevage et le contrôle de la reproduction des animaux suite à la domestication d'un côté, et le contrôle et l'amélioration des populations humaines de l'autre. Et vous montrez comment l'eugénisme, en fait, la volonté d'améliorer des populations humaines, c'est beaucoup appuyé par analogie sur cette sélection génétique, sur le fait de l'avoir déjà fait pour d'autres animaux. Oui, il me semble que ça vient proprement du fait que, comme nous le disions auparavant, des frontières que l'on dit rigides entre ce qui relève de la nature et de la culture, ce qui relèverait de l'humain et de l'animal, en vérité, ces frontières-là, elles sont poreuses. Donc, il y a toujours le risque que quelque chose qui ait été développé à propos des animaux soit transféré, soit déplacé, soit appliqué aux populations que l'on estime être le plus proche de l'animalité ou le plus éloigné de l'humanité. Donc dans cet ouvrage-là, j'ai essayé de tisser effectivement des liens autour de cette idée de la sélection en fait. Qu'est-ce que ça veut dire sélectionner ? On sélectionne les êtres que l'on va animalisé. Par contre, quand on est dans le domaine de l'humain ou de l'humanisme ou de l'humanisation, on parle davantage ou on mobilise davantage la notion d'élection, l'élection divine dont on parlait auparavant dans le cas des Amérindiens, mais aussi l'élection divine à propos de toutes les thèses racialistes qui se sont développées en Europe de l'Ouest, notamment autour du fait, par exemple, que la blancheur de la peau était un signe de bonté, était un signe de la nature, était un signe précurseur d'une âme favorable, d'une belle âme, des choses de cet ordre-là. Donc c'est vrai, on sélectionne les animaux et on élit les humains. Et voilà, d'un point de vue métaphorique, d'un point de vue critique, puisque je m'appuie sur quelques références, j'ai essayé de montrer
à quel point ce principe de sélection est une opération politique extrêmement violente, puisque, encore une fois, comme vous le disiez très justement avant, ça repose la question des critères. Et l'arbitraire des critères devient un empire en soi, duquel on ne parvient plus à s'échapper, si ce n'est en détruisant l'empire, c'est-à-dire en détruisant le critère et sa dimension arbitraire. Nous allons alors assurer et rassurer, croyant qu'il n'est question que d'animaux, de leur rejet dans le bas monde, ignorant tout ce qui pourtant va aussi de nous, humains, de ce que nous sommes et de ce que l'on risque de nous faire devenir et de nous faire. La domination de l'humain sur l'animal n'est en rien une domination close sur elle-même, mais bien au contraire, une domination ouverte qui ouvre sur une autre, la domination des humains sur d'autres humains. Car ce sont bien des humains qui font à chaque instant déchoir d'autres humains. L'abattage des animaux, c'est un autre des traitements ignobles qu'on impose aux animaux, qui a pu malheureusement inspirer aussi beaucoup d'horreurs imposées aux humains. Vous décrivez le fonctionnement des abattoirs, la construction des abattoirs industriels à Chicago, vous faites la généalogie et vous détaillez le rapport du régime nazi aux animaux. Et il y a tout un ensemble d'autres questions que vous soulevez dans votre ouvrage qui est de toute façon infiniment plus riche que ce qu'on peut en dire dans un entretien de podcast. Du coup, je réinvite les personnes à aller le lire parce qu'on n'a pas pu aborder tout. Mais avant de finir, j'aimerais vous poser des questions un tout petit peu plus de surplomb, et notamment un élément qui revient dans votre langue au fil de votre récit, c'est « vous savez ». Et il y a « vous savez » qui ponctue assez souvent vos phrases tout au long de l'ouvrage. Vous dites « vous savez ». Pourtant, il faudra toujours le dire, le redire, comme si nous n'en savions rien. Et j'ai l'impression que ça envoie le message en sous-texte qu'en fait, ce que vous êtes en train de nous décrire, c'est-à-dire l'oppression des autres animaux, son injustice, le lien avec toutes les autres formes d'oppression, en fait, on sait. En fait, on le sait et on fait tout pour ne plus le savoir, on fait tout pour l'oublier, mais tout le monde sait d'une façon ou d'une autre. Et j'ai l'impression que c'est un des thèmes qui vous habitait, notamment dans la scène que vous décrivez avec votre mère, qui prépare les animaux morts pour le reste de la famille, mais qui, elle, n'en mange pas ou en mange le moins possible et semble avoir conscience, mais fait tout pour l'oublier. Est-ce que vous pensez que votre mère, Anya, elle, savait aussi ? Je ne sais pas vraiment parce que j'en ai jamais discuté avec elle, mais c'est vrai qu'à quelques moments, je mobilise un peu cette figure de ma mère et les quelques souvenirs que j'ai encore de nos repas, des fêtes que l'on organisait. Et c'est vrai que ma mère se plaignait souvent quand mon père ou d'autres membres de la famille posaient sur la table de la cuisine tous ces paquets de viande, tout ça qu'elle allait devoir, comme je le décris un peu, couper, détailler, présenter, vider de son sang, retirer les petites veines. C'est quelque chose qui l'épuisait beaucoup. Ça participe aussi d'une certaine manière à la question du travail domestique. La préparation de ces repas de viande participe aussi d'une certaine manière à l'enfermement des femmes dans un univers clos où elles ne peuvent pas se contenter simplement de poser quelque chose sur la table, mais il faut en plus que ce soit beau visuellement, il faut en plus que ce soit bon, et ça c'est quelque chose, c'est un travail qui leur revient ou qui nous revient ou qui à une certaine époque nous revenait encore plus fortement. Et ma mère souvent a fait ça, elle déposait le repas, le plat de viande tel qu'elle l'avait préparé, et elle retournait dans la cuisine manger autre chose, manger un plat de lentilles ou un plat de fèves. Et enfant, moi, je suivais ma mère. Je ne laissais pas ma mère seule dans la cuisine. Donc, je me suis retrouvée à manger avec ma mère et à manger ce que ma mère mangeait. Donc, à manger un peu de viande, mais pas autant que ce que j'aurais pu ou ce que j'aurais dû. Je ne sais pas. Voilà, je m'appuie sur des souvenirs de cet ordre-là et je le dis quelques pages plus tard que ma mère, malgré tout, ne portait les animaux ni dans son cœur, ni dans ses bras. Elle avait aussi un rapport de défiance
à cette présence qu'elle n'aimait pas, que quand elle savait que des voisins possédaient un chien et vivaient avec un chien chez eux, c'était pour elle quelque chose de totalement horrifiant. Elle me disait mais comment font-ils? Et voilà, il y avait une sensibilité, en tout cas chez ma mère, en laquelle je n'essaie pas de trouver plus de sens. Je trouve que c'est une sensibilité sensible qui est déjà très très suffisante et très belle en elle-même, mais ça a créé peut-être une prédisposition. Ça m'a peut-être prédisposée d'une certaine manière à penser ce que l'on mange. Et souvent, comme je le dis, la question au vrai que j'ai essayé de poser dans ce livre, ce n'est pas qui mange quoi, mais qui mange qui. Il me semble que la question fondamentale, c'est ça. La question du colonialisme, la question du patriarcat, la question du validisme, la question du spécisme, toutes ces exploitations et toutes ces dominations qui font le monde tel qu'il est aujourd'hui, ce sont des questions fondamentales de dévoration, de prédation, se nourrir de la vie des autres pour être plus fort, pour conquérir plus de vie, plus de terre, pour obtenir plus d'argent, plus de matière, pour multiplier autour de soi les objets, le confort, le plaisir, au détriment d'autres situations qui sont, elles, absolument dépourvues de tout. Et c'était le but du livre, c'était de poser cette question-là. Et est-ce qu'on ne peut pas vivre autrement qu'en se mangeant et qu'en dévorant et qu'en volant les vies des autres pour accroître sa propre puissance vitale? Vous mobilisez au fil de l'ouvrage des références très très diverses. D'ailleurs, la bibliographie à la fin de l'ouvrage est vraiment impressionnante et donne envie de lire tout, potentiellement, et encore plus. Et il y a vraiment plusieurs centaines de références, c'est impressionnant. Et un point notable, j'ai trouvé, c'est qu'il y a très peu de références canoniques, disons, de l'antispécisme. Et est-ce que j'ai raison de penser que c'est vraiment une volonté de votre part de mettre en valeur finalement la diversité des points d'entrée pour penser la question animale et pour la penser de façon articulée à toutes les autres questions soulevées dans votre ouvrage? C'est une très bonne question. Alors, je ne m'étais pas représenté les choses de manière aussi claire. Enfin, je ne me suis pas vue ne pas citer les fameuses références canoniques. C'est pas un choix volontaire ou orienté de ma part. C'est simplement que je suis entrée dans la question animale autrement que par la question du spécisme. Donc c'est vrai que les références que j'ai ou les ouvrages qui m'ont menée à poser telle ou telle question, ce sont souvent des ouvrages qui eux-mêmes ne posent pas forcément la question du spécisme, mais comme dans une sorte de réflexion à double fond, l'approche sans forcément le thématiser à proprement parler. En tout cas, moi je vous remercie parce que je trouve que ça renouvelle le corpus auquel on peut puiser pour penser la question de l'oppression des autres animaux, et je trouve que ça a beaucoup de valeur et que ça nous donne à penser encore plus et par plein d'entrées et de prismes différents, et je pense que ça ne peut qu'enrichir en fait la compréhension de l'analyse du spécisme. Et ça m'a fait m'interroger plus largement sur, face à la variété, à la richesse de ces références, comment vous avez fait pour travailler, pour écrire cet ouvrage, pour organiser vos lectures? Comment vous avez procédé finalement pour construire toute une trame et tisser tous les liens que vous tracez entre des questions aussi vastes et diverses et dans une trame qui s'étend sur plusieurs siècles? La question du travail et de la manière d'écrire ce texte, en fait, elle est toujours très intuitive. Je sais que certains auteurs disent qu'ils travaillent un plan pendant longtemps et puis qu'ensuite ils déroulent ce plan à travers le livre. Moi, j'ai la particularité de ne pas arriver à me projeter. C'est-à-dire que je ne peux pas penser à ce que je vais écrire si je ne suis pas en train de l'écrire. Ce qui veut dire que j'écris aussi beaucoup de choses qui ne sont pas forcément la bonne chose qu'il fallait écrire, puisque je cherche en écrivant. Donc ça veut dire écrire, donc ça veut dire du temps. Mais en tout cas, l'idée que j'avais, c'était d'une avancée dans le temps. Et j'avais à l'esprit, on pourrait dire, les grandes ruptures biographiques, mais à une échelle quasi mondiale, en fait. De la même manière que dans nos propres existences, nous connaissons des
des ruptures, des avant, des après, des moments qui changent tout, des moments qui font que on en vient à se dire ce ne sera plus jamais la même chose après. J'ai essayé de saisir ces moments de l'histoire qui font que après tout a basculé en fait. Pour moi, après la conquête, comme on dit encore dans certains ouvrages, des populations amérindiennes, le monde n'a plus jamais été le même. Après la construction des abattoirs des Yards, le monde n'a plus jamais été le même. Après la colonisation de l'Algérie, le monde n'a plus jamais été le même. Donc j'ai avancé comme ça, de rupture en rupture, en essayant à chaque fois de comprendre pourquoi justement est-ce que cette histoire, cette guerre, cette architecture, ce dispositif ont fait que ça n'a plus jamais été pareil. Et en fait, ça n'a plus jamais été pareil parce que les pôles de l'animalité et de l'humanité se sont toujours structurés de manière très, très forte, se sont renforcés l'un et l'autre. Donc j'ai écrit de cette manière-là, en ayant bien sûr à l'esprit déjà des choses claires à propos de la question raciale, de la question, des questions de genre, des questions communistes, etc. Et j'ai essayé simplement, vraiment, comme je le disais, de faire qu'en lisant le texte, on voit les animaux hanter chaque expérience, chaque guerre, chaque histoire. Les animaux ont toujours été là, en fait. Quelle que soit leur forme, quel que soit leur état, quelle que soit la manière dont on les nommait, etc. Les animaux ont toujours été là. Il y a toujours eu un compagnonnage malheureux, mais aussi plein de résistance et plein d'espoir entre les dominés et les animaux qui ont été eux aussi des compagnons de domination. Donc j'ai essayé de rappeler ça. J'ai essayé de rappeler simplement que les animaux sont toujours là. Les animaux sont là sur les scènes de crime, les animaux sont là dans les scènes de guerre, les animaux sont là dans les discours des généraux israéliens qui commettent chaque jour un génocide en Palestine. Les animaux sont là partout. Les animaux ont été auprès des femmes, les animaux ont été auprès des travailleurs, quand les travailleurs les tuaient, ou quand c'est les travailleurs eux-mêmes qui mouraient d'avoir tué trop d'animaux, les animaux étaient encore là. Voilà, moi j'ai essayé de rappeler ce compagnonnage, j'ai essayé de rappeler cette présence, et j'ai essayé d'opposer en filigrane à toute cette animalisation une forme d'humanité qui n'exclut pas les animaux. Autrement dit, l'humanité, elle n'est pas réductible aux humains, et elle n'est encore moins réductible à Homo sapiens. Alors du coup, je sais pas s'il faut continuer à parler d'humanité. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mot qu'il faudrait inventer? Achille Mbembe parle de communauté terrestre, par exemple. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de redonner leur place aux animaux, de faire, à mon échelle, acte de justice pour établir ces relations, ces histoires, ces compagnonnages, et le fait de considérer que des solidarités sont bel et bien là, et qu'il nous suffit de les activer, de les vouloir, de les désirer. Pour finir, j'ai trouvé la conclusion, à l'instar du reste du livre, c'est-à-dire très marquante et très juste, et j'aimerais beaucoup, si vous êtes d'accord, que vous en lisiez un passage. Oui. Si nous refusons alors ce monde d'hommes et de femmes, de blancs et de non-blancs, de bourgeois et de prolétaires, comment ne pas rejeter dans le même mouvement ce monde d'humains et d'animaux? Plus encore, si nous réfutons la domination de genre, de classe, de race, comment continuer à admettre la domination d'espèces? Comment ne pas vouloir rendre nos revendications aussi profondes que le sont les oppressions historiquement subies par nous tous, nous toutes? Comment nous rêver libres si les animaux, eux, ne le sont pas? Comment être humain si cette humanité est le corollaire de l'animalité? Et si nous cessons de nous définir comme communauté humaine qui ne sait distribuer l'humanité qu'avec parcimonie et jalousie, que deviendrions-nous? Vaste est le choix, égaux, libres, justes. Merci infiniment, Kautar Archi. Merci beaucoup, Victor. Et voilà, pour cet entretien qui ouvrait la 4e saison de Comme un poisson dans l'eau.
et je vous prépare pour les mois à venir beaucoup d'autres épisodes que j'espère que vous trouverez passionnants. Pour rappel, vous pouvez retrouver tous les liens des réseaux sociaux dans la description en cliquant sur soutenir. Ça vous renvoie vers le Linktree du podcast et c'est là que vous pouvez aussi choisir de faire un don mensuel sur la plateforme de financement de votre choix. C'est ce qui permet à ce média indépendant d'exister. Alors s'il vous plaît, si vous pouvez, soutenez-le. Et encore un immense merci à tous les soutiens. On se retrouve très vite. Bisous.